Collection Palme d'Or. Les plus grands films du monde, sélectionnés depuis 40 ans par des personnalités illustres. Collection idéale, celle que tout cinéphile doit posséder dans sa vidéothèque. Cannes vous paraît comme quoi? Comme un rêve, une sorte de foire, de marché? C'est la fête du cinéma. À Cannes aussi, Jean-Luc Godard boite et la sélection française ne se porte pas très bien. Sophia Loren a réussi un coup d'éclat. Elle est à l'ombre en prison à Naples, de quoi faire pâlir de jalousie les quelques stars présentes à Cannes, reléguées en page intérieure des magazines. Après le ministre de rigueur, il y eut, devinez, la belle personne nue ou presque, qui est généralement de service à l'inauguration d'un festival. Sous le regard, en principe, impassible des CRS, mais la chair est faible quand la chair est belle. La première vedette internationale célébrée à Cannes, c'est Jack Lemmon. On l'attendait avant même la première projection de Missing. On donnait d'ailleurs le film gagnant dès le début du festival pour son sujet, bien sûr, pour Costa Gavras, pour Sissi Spacek, et puis pour Lemmon, bien sûr, aussi. Mastroianni dans La Nuit de Varenne et Klaus Kinski dans Fitzcarraldo n'ont pas résisté aux dernières délibérations du jury cette nuit. Voici Jack Lemmon recevant l'accolade de Giorgio Strehler, le président du jury. On cherchait une surprise à Cannes cette année, ben la voilà. C'est Jadwiga Jankowska pour son interprétation dans Un autre regard du cinéaste hongrois, qui prend la place prévue pour Anna Schygulla, laquelle avait pourtant 2 cordes à son arc, Passion de Godard et La Nuit de Varenne d'Ettore Scola. Monsieur Herzog, que certains donnaient Palme d'Or au début, se retrouve relégué à la place du prix de la mise en scène que lui a remis le comédien polonais Oblycki. Les frères Taviani. Ce matin encore, à 3h, ils étaient élus pour la 2e fois à la Palme d'Or. Et puis le jury, entre 3h du matin et 10h, a changé et leur a donné le prix spécial qui est équivalent de la Palme d'Or. Enfin, Vittorio Gassman remet aux 2 ex-aequo, Costa Gavras et Yilmaz Güney, la Palme d'Or de ce festival de Cannes. En les associant, ces 2 cinéastes, on a salué le travail de ces 2 auteurs en faveur des droits de l'homme. Güney me disait encore ce soir qu'il était ravi d'être à côté de Costa Gavras. Pour lui, Missing et Yol participent de la lutte antifasciste aujourd'hui. Depuis le 35e anniversaire est attribué au film Identificazione di una donna. Comme est en train de le dire Giorgio Strehler, il ne fallait pas qu'Antonioni soit absent de la compétition et donc du palmarès. Alors on a décidé de lui décerner le prix spécial du 35e festival. On a même poussé l'humour jusqu'à demander à Monica Vitti, son ancienne compagne et son actuelle voisine à Rome, de lui remettre cette palme spéciale. Ils ont l'air contents. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, pour cette photo historique, tous les lauréats de ce 35e festival réunis autour du jury sur la scène de ce palais qui, l'année prochaine, s'il n'est pas voué aux démolisseurs, sera... Evelyne Leclerc de l'émission de demain soir, la première d'une série de 6. Cette émission qui a été tournée en Amazonie.
Portrait réalisé par Patrick Blossier, Autour du mur. C'est un film qui avait été tourné au moment du tournage des films Le Mur. Bruno Mazur vous l'a dit tout à l'heure, Yilmaz Güney avait été primé à Cannes en 1982, la Palme d'Or, pour son... Qui sera diffusé intégralement. TF1 va vous montrer un document absolument exceptionnel. Il s'agit d'un documentaire tourné par un garçon qui s'appelle Patrick Blossier, un documentaire sur le tournage du dernier film de Güney. En fait, si une paix bien amère est venue sur le cœur de Güney maintenant, on peut se dire qu'il est terrible qu'un cinéaste comme ça ait disparu si jeune, à 47 ans. Après une vie si douloureuse et si violente. Il naît dans les confins du Kurdistan, une des régions les plus arriérées et les plus déchirées de Turquie, il y a donc 47 ans, et il parvient à devenir l'acteur le plus célèbre de Turquie. Une sorte de Belmondo, un cartouche, un redresseur de tort pour le cinéma commercial. Quel combat déjà pour quelqu'un qui vient de si loin que de devenir une grande star. Mais il n'est pas content de son statut de star, il veut devenir réalisateur. Il tourne une dizaine de films en Turquie, une dizaine de films que l'on n'a pas vus jusqu'à maintenant. Et là encore, il lui faut affronter les préjugés commerciaux du cinéma turc. Et puis en 1974, tout bascule. Dans une rixe de café qu'on ne sait jamais vraiment bien expliquer, il semble qu'il ait tué un juge. Il faut dire que la Turquie, à l'époque, est un pays extraordinairement violent, qui est en train de glisser dans la guerre civile, et que beaucoup de gens en Turquie sont armés. Güney était armé, il se retrouve avec un meurtre et 19 années de prison. Il passe une très longue partie de sa peine en refusant de s'échapper. Et là encore, il mène un combat incroyable, il parvient à continuer à faire ses films. Il confie des scénarios extrêmement détaillés à ses assistants qui, à l'extérieur des murs de la prison, tournent les films. Et c'est l'extraordinaire surprise de la Palme d'Or donnée à Yol en 1982 au Festival de Cannes. Yol, un film qu'il a dirigé de sa prison. Entre-temps, la situation a beaucoup évolué en Turquie. Les militaires sont venus au pouvoir. Güney décide de s'évader, il considère qu'il risque à chaque instant de disparaître. En fait, la prison a fait de ce révolté en puissance un révolté complet. À partir de maintenant, il va adopter des positions politiques extrêmement radicales à l'encontre du régime turc. En fait, il faut peut-être laisser aux analystes politiques le soin de juger ce qu'est le régime turc. Ce qui est certain, c'est que Güney, désormais, va manier une violence extrême dans ses films, une violence qui s'associe aussi avec une tendresse absolument extraordinaire. Le personnage de Güney devient indéchiffrable. Et d'une certaine manière, le film que vous allez voir ce soir va permettre pour vous de cerner mieux la personnalité d'un des grands cinéastes d'aujourd'hui. Mais il y a un dernier point qui est important, c'est l'honnêteté de Güney. En effet, dans ce document, vous vous apercevrez à quel point Güney pouvait être violent, pouvait être dur, dans ce film où il reconstituait les conditions de détention qu'il avait connues. Et vous apercevrez aussi qu'il n'a rien voulu couper à ce film qui le montre tel qu'il est. Le film lui-même est une réussite, une fantastique étude de mœurs dans un genre qui est très, très difficile à réaliser. En même temps, on s'aperçoit qu'on plonge dans les méandres d'une âme extraordinairement tourmentée. Que vous avez connu, Frédéric? Que je n'ai pas connu, car moi-même, pour ma part, je redoutais le personnage de Güney. Je redoutais et son charme et sa violence. Mais son producteur, Marine Karmitz, qui l'a accueilli en France au moment où il a fui, où il s'est échappé de Turquie, son producteur, lui, le connaissait très bien et en a dit tout le bien qu'il méritait ce matin, par exemple, à la radio. Alors, bonne étoile, et puis, surtout, ne manquez pas ce document exceptionnel. Après le journal à 23h30. À 23h30. Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu nous parler longuement de Yilmaz Güney. Et donc, on regarde le numéro de rentrée, on va parler de Wim Wenders et de John Huston, je crois. Wim Wenders et John Huston. Moi qui est consacré